Vidéo du cycle sur le bonheur. Voilà, on est dans le grand 3, l'activité essentielle au bonheur, dans laquelle je proposais de regarder la théorie du bonheur selon Aristote. Alors, nous en étions arrivés ici, vous voyez, là, dans le petit 2, petit 3 de la dernière partie. Donc on avait bien expliqué que en fait, ce qui provoque la sensation de plaisir, c'est de sentir notre propre activité. Donc le plaisir, c'est quelque chose qui provient de enfin du fait de produire quelque chose, de produire un effort, de produire. Et je vous disais, c'est pour ça qu'au fond, on ne peut pas vouloir du bonheur d'autrui. Si on se replace dans cet exemple imaginaire où on serait propulsé, transféré dans la vie de quelqu'un d'autre, on ne pourrait pas être heureux à sa place. Pourquoi? Parce que en fait, ce qui nous procure le sentiment du contentement, c'est de goûter le fruit de notre effort, de notre activité, voilà. Et alors, je vais prendre un exemple très simple pour le montrer. Euh, un exemple qui prouve que je crois que c'est la conscience de produire quelque chose qui nous procure spécialement le plaisir. Imaginez, voilà, je sais pas, que vous sachiez à peu près bien vous y prendre pour la cuisine ou bien pour la pâtisserie ou pour la menuiserie. Bon. Alors, pour peu que vous connaissiez l'un de ces arts, et que vous fassiez donc un plat, un gâteau, un meuble, bon. Évidemment, vous y prendrez, je crois, beaucoup plus de plaisir devant ce meuble ou devant ce plat que si vous trouvez le même dans le commerce. C'est-à-dire à qualité égale, pour peu que vous sachiez vraiment faire ces choses-là, finalement, même entre deux objets quasiment identiques, il y en aura quand même un qui vous procurera beaucoup plus de plaisir, ce sera celui que vous aurez fait, et celui-ci vous parlera beaucoup plus que l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, et ici, il y a un processus de reconnaissance, hein, et le plaisir, en fait, vient de la reconnaissance de soi dans l'objet ou dans. C'est également ce qui fait que le sportif prend plaisir dans, par exemple, je sais pas, un gymnaste prend plaisir dans le fait d'être capable de dérouler un enchaînement parfaitement, ou bien, je sais pas, un musicien dans le fait d'être capable de jouer, d'exécuter parfaitement un morceau, hein, c'est qu'il se reconnaît dans ce qu'il fait. C'est-à-dire ce qu'il fait n'est plus, la partition n'est plus une matière étrangère imposée à lui et incompréhensible, comme peut-être pour un débutant, comme ce serait le cas pour un débutant, ou bien en fait l'enchaînement de gymnastique n'est plus une torture arbitraire, comme ce serait le cas également pour un néophyte, mais en fait, le musicien, l'artiste, le danseur, le gymnaste se reconnaît en fait dans chaque passage, chaque moment. Hein, il en comprend le sens, la nécessité, et il se sent chez lui en fait. C'est ça la reconnaissance de soi par soi. Alors, on va l'étudier tout simplement à travers des exemples empruntés à l'artisanat. J'aime ces exemples qui sont toujours très clairs. Que se passe-t-il justement quand notre ami menuisier fabrique son meuble? Eh bien, on peut, si on analyse les choses, comme on l'a déjà fait d'ailleurs dans le cours sur le travail avec les ES, on peut distinguer deux phases, la phase de conception et la phase d'élaboration, d'exécution. C'est-à-dire que dans un premier temps, le travailleur va concevoir un plan dans sa tête, et puis ou même peut-être sur une feuille de papier ou sur un écran d'ordinateur, bon. Et dans un second temps, il va passer à l'exécution, l'élaboration proprement dite. Bon, et dans ce deuxième temps, en fait, que va-t-il arriver? Il va traduire dans la matière les idées qui jusqu'alors n'étaient encore que des abstractions dans sa tête, dans son esprit, dans son intelligence. Il va donner corps, en fait, à une imagination ou à un rêve ou à un concept. C'est-à-dire que, en fait, l'esprit, dans ce geste d'exécution, l'esprit va s'objectiver, c'est-à-dire se faire objet, hein. Et l'esprit va
va se retranscrire dans une matière. Et en fait, à ce moment-là, vous voyez, l'artisan ou le cuisinier, enfin celui qui travaille, celui qui agit, va donner forme à sa liberté. C'est-à-dire que cet objet, finalement, va prouver la liberté du travailleur. Et c'est pour ça que le travailleur en est fier. C'est parce que il y verra toujours ensuite une preuve euh, de son savoir-faire ou de ses efforts ou de son intelligence pratique. Enfin, en fait, il y verra une extension de lui-même. Mais attention, c'est pas au sens où, quand je dis que l'artisan se reconnaît lui-même dans l'objet qu'il a produit, c'est pas pour dire que l'artisan voit son visage partout. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose de narcissique. En fait, non, c'est pas tout à fait cela. C'est plutôt que en voyant quelque chose de complètement étranger à lui, hein, il reconnaît qu'il connaît cette chose de l'intérieur, qu'il est à l'origine de l'essence de cette chose. Et je crois pas que ce soit un plaisir purement narcissique. Si vous voulez, un affreux moraliste comme Pascal dirait ah c'est très mal en fait les hommes voient leur image partout, en fait les hommes sont obnubilés par leur propre image et en fait c'est de l'égocentrisme, c'est de l'amour propre quoi, hein. C'est-à-dire que les hommes ne peuvent pas s'empêcher de s'admirer eux-mêmes. Bon, mais oui, et donc ce serait quelque chose un peu de puéril, quoi, hein, comme je sais pas les enfants, vous voyez, qui sont tout fiers d'offrir leur collier de nouilles à leur maman euh, pour la fête des mères. Bon, mais en fait, je crois que c'est pas ça du tout. Enfin, on a tort de se moquer de cette disposition. Hegel prend un exemple. Oui, en fait, tout ça, c'est du Hegel, hein. Hegel, le grand philosophe allemand du début du 19e siècle, prend un exemple pour illustrer cette idée. Il prend l'exemple de l'enfant qui jette un caillou dans l'eau et qui observe à la surface de l'eau, vous savez, les rides qui vont en s'élargissant comme ça. Et Hegel dit, mais voilà, en fait, l'enfant qui prend plaisir, qui s'émerveille en faisant des ricochets ou en balançant des cailloux dans l'eau, en fait, il admire la forme de sa propre activité et il se rend compte que l'esprit humain est capable d'ôter au monde sa farouche extériorité. Hein, je vous mets la citation. L'homme qui travaille, l'homme qui agit sur la nature, ôte au monde sa farouche extériorité. C'est ça en fait, ce qu'il y a de jouissif et de satisfaisant en fait dans le fait de produire quelque chose, dans le fait de travailler, hein, c'est d'ôter au monde sa farouche extériorité, c'est-à-dire sa farouche étrangeté même, pardon. Je fais une petite et sa farouche étrangeté. Bon, vous allez me dire c'est à peu près la même chose, hein, sa farouche étrangeté. Ça veut dire que en fait le travailleur va habiter le monde de l'intérieur. En fait, cette sensation de liberté, c'est ce qui donne en fait le sentiment de se sentir chez soi. Je sais pas, imaginez un maçon par exemple qui a travaillé toute sa vie dans son village, qui a fait des murs partout, qui a fait des crépis, qui a retapé des vieilles baraques, qui a remonté, percé des fenêtres, monté des cheminées, etc. Bon, lorsqu'il se promène le dimanche dans son village, euh, et qu'il regarde autour de lui, les pierres lui parlent. Il sait l'histoire de chaque endroit, l'histoire de la peine que lui a coûté chaque... Et en fait, il se voit partout. Je veux pas dire par là que c'est narcissique et qu'il se dit, voilà, je suis le plus fort, hein, c'est pas ça. Mais en fait, il a le sentiment que ce monde ne lui est plus étranger et que ces rues, il les connaît de l'intérieur, il les connaît intimement parce qu'il est en fait au cœur de leur existence, hein. Et c'est ça, ce sentiment de satisfaction qui fait que souvent en fait les travailleurs manuels, les gens qui font des métiers du bâtiment, quand en fait ils ne sont pas soumis à des conditions économiques épouvantables, en fait ils sont très épanouis. L'activité elle-même de travailler leur procure beaucoup de satisfaction et même beaucoup de bonheur. Après le problème c'est quand il faut payer l'URSSAF, quand il faut
débrouiller avec les banques, les prêts, etc. C'est là qu'en fait le métier peut devenir épouvantable. Mais en fait, souvent, si le travailleur considère uniquement l'activité même du travail, c'est quelque chose en fait qui est très épanouissant. Je veux dire, tous les jours, même qu'il pleuve ou qu'il vente, le type fait des choses dont il est fier, quoi, dont il est content, et voilà. Bon, c'est dans ce sens-là que travailler rend heureux. Alors, j'ai dit que en fait, pour être heureux, faut avoir un emploi, faut pointer à l'usine tous les jours et puis être un gentil salarié comme il faut, bien docile. Non, c'est pas ça que j'ai dit. C'est pas ça. Quand je dis que travailler rend heureux, c'est le travail au sens de transformation de la nature. Hein. C'est le fait d'agir sur les choses, d'avoir contact avec voilà des choses concrètes, des choses matérielles et de les transformer et d'en tirer une fierté légitime. Voilà, c'est ça que je veux dire. Vous savez, après, quand on envisage le travail non plus comme transformation de la nature, mais le travail en fait comme emploi. Hein. Il y a plein d'emplois en fait dans lesquels on n'est pas actif. Enfin, c'est-à-dire que c'est étonnant parce que bon, en fait, les tâches dont je parle peuvent être quand même tout à fait fatigantes, éprouvantes, etc. Mais en fait, je veux dire que le travail salarié peut souvent consister à reproduire la même action sans cesse, sans jamais prendre d'initiative, sans jamais varier, sans jamais. Bon, et dans ce cas-là, c'est pas un travail épanouissant et les gens ne peuvent pas y trouver leur compte. On peut y trouver de quoi vivre, un salaire. Bon, après tout, c'est quand même à ça que ça sert en priorité, un travail. Mais dans ce cas-là, ce ne sera pas une activité véritablement épanouissante. Moi, ce que j'essaye de vous dire, c'est que en dehors de l'aspect économique, le travail peut procurer de l'épanouissement quand on entend par là en fait un geste créatif, quand on a la chance de pouvoir travailler dans un domaine où l'on peut créer quelque chose, où on peut produire du nouveau, avoir de l'initiative et pas simplement être soumis à des ordres et répéter la même tâche sans cesse. Hein. Dans ce cas-là, oui, le travail ne sera pas forcément extrêmement satisfaisant, mais bon, après on peut pas toujours choisir non plus exactement ce qu'on fait, ce qu'on peut faire. Alors, oui, ôter au monde sa farouche étrangeté. Je reviens sur cette citation de Hegel qui me semble très intéressante parce que, en fait, pour vraiment la comprendre et pour comprendre que c'est là la définition de la liberté, en fait, il faut comprendre un peu la définition, enfin revenir un peu sur la définition hegelienne de la liberté. La liberté, pour Hegel, hein, c'est le fait de se sentir chez soi, hors de soi. Alors, cette citation a l'air complètement bizarre, enfin, ça a l'air d'être un jeu de mots, quoi. Bon, et elle a besoin d'une explication. Se sentir chez soi, hors de chez soi. Euh, Vous voyez, c'est ce qui se passe dans un état libre, et c'est ce qui n'arrive jamais dans un état non libre. C'est-à-dire que dans un état non libre, dans une dictature, un régime totalitaire, despotique, tyrannique, tout ce que vous voudrez, le citoyen n'est jamais chez lui. D'ailleurs, en fait, donc, quand il est hors de chez lui, il n'est jamais chez lui, et même quand il est chez lui, il n'est pas non plus chez lui. C'est-à-dire qu'en fait, quand il est dehors, dans la rue, c'est hors de chez lui, hein, il est dans un espace étranger. Donc, par exemple, s'il vit dans un régime despotique, il sera en fait dans la cour du prince, c'est-à-dire que en fait tout l'espace public dans un régime despotique appartient au despote, hein, et par conséquent dans la rue en fait on n'est pas dans un espace public régi par des lois valables pour tous, mais dans un espace privé. Et donc, voilà, quand vous croisez, je sais pas, des policiers, vous savez pas en fait si c'est pas des gens qui vont venir vous racketter ou qui vont venir vous chercher des misères. Voilà. Et donc en fait, on n'est jamais chez soi, on est toujours en fait soumis à l'extériorité, au danger d'être enlevé, molesté, rançonné. Hein, c'est ce qui se passe dans un régime despotique. Et même quand on est chez soi, on n'est pas non plus chez soi, parce que quand on est chez soi, en fait, on ne sait pas, au milieu de la nuit, il y a peut-être voilà des miliciens qui peuvent débarquer pour vous prendre, et puis après on reçoit plus jamais de nouvelles de vous. Hein. Voilà, donc dans un régime despotique, le citoyen n'est jamais, enfin il n'y a pas de citoyen, le sujet n'est jamais chez lui, même quand il est chez lui. Mais dans un régime libre, vous voyez, le citoyen est chez lui, même hors de chez lui. C'est-à-dire que même quand il est hors de chez lui, le citoyen est quand même chez lui. C'est-à-dire que dans la rue, bon, il n'est pas chez lui, ou sur la place du marché, il n'est pas chez lui, mais il est protégé par la loi, personne ne peut venir lui faire du tort, personne ne peut venir le molester ou l'arrêter arbitrairement.
différent. Donc en fait, il est chez lui quand même. Vous voyez, mais c'est ça la liberté, c'est de pouvoir se sentir chez soi, même quand on n'est pas chez soi. Hein. C'est le fait. Alors je prends quelque chose. Ah bon, je laisse de côté l'exemple politique. Le sentiment de la liberté, bah, je sais pas, c'est ce qui fait que quand on explore un territoire, je sais pas, qui nous semble accueillant, ben, on aura ce sentiment de la liberté. Et au contraire, parce qu'on se sentira chez soi, en fait, ce sera nouveau, ce sera complètement étranger, mais on aura une sorte de sentiment de familiarité, d'accueil, de bienvenue de la part des lieux, de la part de la géographie, de la part des habitants. Et à l'inverse, si vous êtes égaré, perdu au milieu d'un territoire hostile où les gens vous jettent des pierres, bon, là, vous n'allez pas trop avoir le sentiment de la liberté, peut-être, parce que vous sentirez que vous n'êtes pas chez vous, hors de chez vous. Voilà. Bon, c'est ça que veut dire Hegel. Et en fait, l'artisan, il se sent chez lui, hors de chez lui. C'est-à-dire que quand il produit un objet, eh bien, il a ce sentiment de reconnaissance, voilà, du paysage familier. Hein. C'est ce qui fait que, par exemple, Hegel dit quelque chose de très beau sur la nature. À ses yeux, la nature la plus belle et la plus touchante, c'est pas comme c'était à l'époque à la mode les paysages montagneux, désolés, les grands pics vertigineux, sauvages et farouches. Non, ça c'était la mode romantique en fait à l'époque de Hegel. Vous savez, comme la peinture de Caspar David Friedrich qui montre ce genre de paysage naturel des Alpes en fait. Hein. Et euh, Hegel, pour sa part, Hegel considère que la nature qui est la plus touchante, qui est la plus belle, c'est pas le paysage romantique déchiré, la montagne sauvage, mais en fait c'est le paysage rural, le paysage rustique, campagnard. Quand vous vous promenez dans les collines et que vous voyez au loin fumer une cheminée, vous voyez un beau verger avec des arbres vous voyez, qui ont été bien entretenus, quand vous voyez un petit pont, vous voyez là-bas un petit village avec le clocher de l'église, vous voyez en fait une nature qui a été humanisée par le travail humain. C'est cela pour Hegel le plus beau paysage. C'est pas le paysage sublime des Alpes sauvages, mais c'est le paysage humanisé en fait d'une campagne qui a été embellie par l'action humaine, parce que justement en fait on se retrouve chez soi, on a l'impression d'un paysage accueillant, d'un paysage dans lequel on est le bienvenu, et pas d'un paysage dans lequel on est un intrus. Hein. Voilà. Bon. Si vous voulez, c'est pas du narcissisme. J'ai une citation de Nietzsche, alors que je vous ai mise, regardez ici, voilà, une citation de Nietzsche qui dit ça très bien. C'est dans Ainsi parlait Zarathustra, ce grand livre prophétique de Nietzsche dans lequel Nietzsche prend la parole en tant que Zarathustra. Zarathustra, c'est-à-dire une sorte de prophète du futur, un prophète du surhomme. Et voilà donc c'est des textes assez poétiques en fait, hein, pas du tout des textes conceptuels, c'est un mode d'écriture très très à part. Et voilà ce qu'écrit Nietzsche: pour voir beaucoup de choses, il faut apprendre à ne plus se regarder. C'est la dureté nécessaire à tous les grimpeurs de montagne. C'est-à-dire qu'en fait, être obnubilé par soi, ne pas réussir à s'oublier soi-même, c'est se condamner en fait à une vie étriquée, étroite, vous voyez, obnubilé par le remords, le doute, l'inquiétude. Et en fait, ce que nous dit Nietzsche, c'est que voilà, pour se libérer, en fait, il faut être capable de plus penser à soi. C'est en fait de se consacrer à quelque chose qui nous dépasse. Hein. Et c'est cela, je pense, que ce qui est beau, en fait. Ah, alors, attends, je vire cet intrus. Pardon. Oui, je reprends ma phrase parce que généralement, quand il y a une notification, ça fait du martien. Il y a un collègue de PS récemment qui m'a dit regarde le film sur Tommy Caldwell. Tommy Caldwell, c'est un sportif incroyable.
un grimpeur justement qui a ouvert des voies dans des endroits absolument impossibles, notamment qui a travaillé pendant des années sur une falaise en Californie, dans un endroit magnifique, dans la vallée de Yosemite. C'est une falaise qui fait, je crois, 900 et quelques mètres de nivelé, quoi, totalement vertical. Et bon, c'est un endroit voilà, un des endroits les plus difficiles, les plus inaccessibles. Et donc on voit dans ce film cet athlète incroyable qui se consacre à ça et qui il passe des années en fait, des années à équiper la voie, à repérer les endroits, les passages. Et puis bon, quand il se sent prêt, il essaie de trouver un compagnon un compagnon de corde pour faire cette ascension et il y passe. Alors en fait, ils dorment sur la falaise et vous avez donc c'est incroyable. Ils ont des tentes en fait qui sont en suspension, quoi, si vous voulez, au-dessus du vide, voilà. Et ils y passent un jour, 2 jours, 5 jours, une semaine. Ça fait une semaine qu'ils sont là-haut comme ça. Et puis en fait, au bout d'une semaine, il y a des journalistes qui commencent à repérer en fait la chose. Et puis alors, il y a eu un journaliste qui fait un article dans le New York Times. Et puis du coup, ça éveille l'attention des autres journalistes. Alors, il y a plein de monde, il y a toute une meute de petits journalistes, de hamsters comme ça, qui sont en bas de là à gesticuler et à faire des reportages pour dire mais ils sont fous. Faut qu'ils arrêtent tout de suite, c'est inconscient. Bon, bref. Et les autres, ils sont sur leurs parois, comme ça. Et puis alors, ils grimpent, ça fait 10 jours, 2 semaines, ils ont pas mis le pied au sol. En 3 semaines, ils sont barbus, ils arrivent plus. Enfin, c'est terrible, quoi. Et, et, et en fait, dans le film, le journaliste qui tourne le film n'arrête pas de poser des questions, en fait, aux grimpeurs, en disant, mais oui, mais quand même, mais ton papa alors, et puis comment c'était quand ta femme t'a plaqué? Non, c'était un peu dur quand même, non? Et puis, en fait, le type, il se consacre totalement à son œuvre, en fait, hein. Et le journaliste n'arrive pas à faire autre chose qu'à le ramener à lui-même, en fait, à ses considérations psychologiques, son enfance, sa femme, etc. Alors qu'en fait, bah, tout ce qu'on voit, c'est un type je sais pas, qui est comme un moine, quoi. C'est-à-dire qui sacrifie tout confort, toute prudence, tout bien-être. Il a les doigts en sang, il souffre et tout, mais il s'en fout parce qu'il est totalement, il se consacre totalement, il se voue totalement à sa réalisation. Bon, et finalement, il finit par y parvenir. Et oui, c'est ça qui rend heureux, c'est de se consacrer en fait, c'est de se vouer à quelque chose. C'est pas de sans cesse à ressasser son passé, à s'interroger sur soi-même, etc. Hein. Ça rend au fond plutôt misérable. Hein. Voilà. Alors dans la partie, je vais développer un peu ces à Aristote. Hein. Pour l'instant, voilà, on fait une petite pause.